Bonjour à tous, je vais vous présenter une étude théorique supervisée par Céline Devaux et Ophélie Ronce sur les effets de l'homogamie sur l'évolution de la date de floraison dans un environnement changeant. De nombreuses études ont montré des réponses évolutives rapides au changement climatique contemporain pour les traits phénologiques et particulièrement pour la date de floraison. Par exemple, chez Brassicarapa, Hamann et ses collaborateurs ont mesuré un avancement de la date de floraison de 3 jours en seulement 18 ans en réponse à l'augmentation de la sécheresse. Et ces changements de phénologie modifient le succès reproducteur et les patrons d'appariement des plantes, puisqu'elles doivent fleurir en même temps pour se croiser. Donc un changement de phénologie de floraison affecte la corrélation entre les dates de floraison des partenaires, c'est-à-dire affecte la force de l'homogamie. À ce jour, il y a peu d'études qui se sont intéressées aux effets de l'homogamie sur les réponses génétiques et sur la variance génétique. Il y a quelques études empiriques et théoriques qui ont montré que l'homogamie facilite les réponses génétiques à la sélection artificielle par rapport à la panmixie, mais l'amplitude de l'effet de l'homogamie dépend du scénario testé. Il y a également quelques études théoriques qui ont montré que l'homogamie pour un trait neutre ou sous sélection disruptive ou directionnelle augmente la quantité de variance génétique en créant des associations positives entre effets alléliques. Et enfin, il y a une étude théorique qui a montré que sous sélection stabilisante et fluctuante, l'homogamie n'affecte pas la quantité de variance génétique maintenue par rapport à la panmixie, bien qu'elle crée des associations positives entre effets alléliques. Nos objectifs sont donc de tester si l'homogamie pour un trait polygénique, en augmentant la variance génétique, facilite les réponses génétiques à différents scénarios de changement environnemental, et de fournir un cadre théorique pour l'évolution de la variance génétique sous homogamie pour la date de floraison. Et donc ici, on va se focaliser sur le premier objectif. Pour répondre à cet objectif, nous avons utilisé un modèle de génétique quantitative pour comparer les réponses génétiques à l'équilibre mutation, sélection, dérive d'un trait sous homogamie par rapport à un trait sous panmixie. Donc nous avons modifié un modèle individu centré et de taille de population constante initialement écrit par Céline Devaux et Russell Landy, et nous avons suivi l'évolution de la date de pic de floraison d'une plante sous homogamie et l'évolution d'un autre trait quantitatif soumis exactement au même patron et aux mêmes intensités de sélection, mais pour lequel les régimes d'appariement sont panmictiques. Autrement dit, c'est comme si le trait sous panmixie était la date de pic de floraison, mais pour laquelle les appariements se feraient artificiellement indépendamment du jour. Alors la plante modélisée est une plante annuelle qui produit 20 fleurs, chacune ouverte pendant un seul jour. Ces fleurs sont hermaphrodites et autocompatibles, et les floraisons mâles et femelles sont synchrones. Donc la valeur génotypique des individus est déterminée par la somme des effets alléliques à plusieurs locus additifs et qui recombinent librement. Ensuite, on définit la date de pic de floraison en discrétisant la somme de la valeur génotypique et d'un effet micro-environnemental échantillonné indépendamment. Et enfin, on définit la distribution des fleurs de chaque plante, de telle sorte que chaque plante produise exactement le même nombre de fleurs pendant le même nombre de jours. Donc la durée de floraison est constante entre individus, et c'est seulement la date de pic de floraison qui change entre individus et au cours du temps. Le succès reproducteur, lui, il est défini comme la viabilité des graines, et donc il est plus faible en début de saison, puisque les plantes ont un risque de gel tardif, et en fin de saison, car les plantes n'ont pas le temps de maturer leurs graines. Le succès reproducteur est donc une gaussienne au cours de la saison, avec un optimum θt et une largeur oméga carré, et donc nous modélisons différents scénarios de changement environnemental en faisant bouger l'optimum, tandis que la largeur, elle, reste constante. Donc, nous avons différents scénarios de sélection environnementale. Dans le premier scénario, l'optimum est constant au cours des générations pour modéliser une sélection stabilisante constante. Ensuite, l'optimum peut fluctuer autour d'une valeur constante pour modéliser une sélection stabilisante et fluctuante, ou l'optimum peut se déplacer à une vitesse constante pour modéliser la sélection stabilisante et directionnelle. Et enfin, on combine ces trois types de sélection pour mimer le changement climatique. Pour modéliser l'homogamie, on choisit une fleur en fonction de sa probabilité de produire des graines viables.
Cette fleur est appariée avec une autre fleur choisie aléatoirement au sein de la même journée. Pour modéliser la panmixie, on retire artificiellement l'homogamie obligatoire pour la date de floraison. Pour ça, on croise deux fleurs qui sont choisies aléatoirement et indépendamment, mais en fonction de la même fonction de viabilité des graines. Et après mutation et recombinaison, les fleurs appareillées produisent un descendant. À l'issue des simulations, on mesure la variance génétique, on mesure également la maladaptation à la population en mesurant la valeur sélective moyenne de la population et le retard de la population à l'optimum. Et quand c'est possible, on compare ces mesures à des prédictions théoriques disponibles dans la littérature. Maintenant pour les résultats. Donc, on va commencer par ceux en environnement constant au cours du temps. On voit ici la variance génétique sous homogamie en jaune et la variance génétique sous panmixie en bleu en fonction de la largeur de la sélection. Donc l'intensité de la sélection augmente vers la gauche. Quand la sélection est faible, la variance génétique sous homogamie est supérieure à celle sous panmixie. En revanche, quand l'intensité de la sélection est forte à modérée, la variance génétique sous homogamie est comparable à celle sous panmixie. Ici, je ne montrerai pas les résultats obtenus sous sélection fluctuante, parce qu'ils sont relativement indépendants du patron d'appariement et de l'intensité des fluctuations, et je ne vous montrerai pas non plus les résultats obtenus sous sélection directionnelle, parce qu'ils sont très proches de ceux qu'on va voir maintenant sous changement climatique. Donc sous changement climatique, on a ici la variance génétique sous homogamie en jaune et sous panmixie en bleu, en fonction de la vitesse de l'optimum. Quelle que soit la vitesse de l'optimum, la variance génétique sous homogamie est supérieure à celle sous panmixie. Et pour les deux régimes d'appariement, la variance génétique atteint un maximum, mais ce maximum il est atteint pour une vitesse de l'optimum plus élevée sous homogamie que sous panmixie. Maintenant, on visualise la relation entre le retard de la population à l'optimum et la variance génétique à l'équilibre. Cette relation est décroissante et elle est représentée pour une vitesse de déplacement de l'optimum de 0 à 0,5 jours par génération. Les résultats des simulations sous panmixie correspondent bien aux attendus, tout comme ceux sous homogamie. Et donc, c'est la plus forte variance génétique maintenue sous homogamie qui permet aux populations de mieux suivre le déplacement de l'optimum et qui diminue le retard évolutif. Et cette diminution du retard évolutif par l'homogamie, elle est d'autant plus forte que l'optimum se déplace vite. Maintenant, on a la relation entre la valeur sélective moyenne et la variance génétique à l'équilibre. Les résultats sous panmixie correspondent bien aux attendus, comme ceux sous homogamie. Et c'est la plus forte variance génétique maintenue sous homogamie qui confère à la population un avantage en valeur sélective. Cet avantage de valeur sélective, il augmente avec la vitesse de déplacement de l'optimum et va de moins de 1% à quasiment doubler la valeur sélective de la population. Alors on a également testé la robustesse des résultats à l'intensité de l'homogamie, au nombre de locus, à l'intensité de la sélection et aux paramètres de mutation. Globalement, les résultats ils sont très similaires à ceux qu'on vient de voir, sauf dans certains cas particuliers. Notamment quand l'optimum se déplace à une très faible vitesse. Dans ce cas, le retard évolutif peut être déjà très faible, et donc l'homogamie n'augmente pas la valeur sélective de la population par rapport à la panmixie. Et il y a également des cas où la variance génétique n'est pas limitante pour l'adaptation, et dans ces cas, l'homogamie diminue la valeur sélective de la population par rapport à la panmixie. Si je résume, dans un environnement constant ou fluctuant, l'homogamie n'augmente pas les réponses génétiques par rapport à la panmixie. En revanche, dans un climat qui mime le changement climatique, la variance génétique sous homogamie est plus forte que celle sous panmixie, ce qui généralement se traduit par une meilleure valeur sélective. Donc l'homogamie pour la date de floraison peut expliquer les évolutions rapides mesurées pour ce trait en réponse au réchauffement climatique, mais attention, parce qu'on a vu que l'amplitude de l'effet de l'homogamie sur la fitness peut être modérée, voire faible, et donc ça suggère que la capacité de l'homogamie à sauver de l'extinction des populations naturelles dans un environnement changeant peut être limitée.
Je vous remercie pour votre attention et je remercie également les organisateurs de la Semaine des doctorants.